mettre ça en relation avec la pensée du pape François. Le but étant de méditer à cette expérience politique pour voir quelles leçons on peut en tirer. Et voilà, donc Florence Sorel, très heureuse de l'accueillir. Elle est philosophe et journaliste, enseignante au lycée des Maristes. Et on l'a invitée parce que je trouve que cette conjonction de deux professions nous intéresse beaucoup, puisqu'elle mêle la réflexion avec son expérience personnelle. Elle a vécu dans la zone dont il va être question, le Chiapas, en 1996. Elle a rencontré les révolutionnaires sur place. Elle en a tiré des enseignements. Elle va même nous passer des bandes son originales, donc elle a fait elle-même du sous-commandant Marcos. Donc c'est vraiment un moment qui va être passionnant. Bon, merci Paul, bonsoir à tous, merci d'être venus. Malgré le temps, mais c'est un temps zapatiste en fait. La chaleur, l'orage, le soleil, la pluie, l'orage, le soleil, c'est un temps du Chiapas. Je vais vous montrer je vous parlerai de cette petite zone donc au sud du Mexique, à la frontière du Guatemala. Enfin, petite zone, c'est pas une petite zone en fait, mais moi j'étais dans la jungle au sud du Mexique avec le sous-commandant Marcos. Voilà, mais tout d'abord, alors, j'ai réintitulé cette conférence du pape au zapatisme, quelle convergence. Alors ça peut sembler étrange effectivement comme titre et comme rapprochement. Là vous voyez à l'image bien sûr le pape François et le sous-commandant Marcos dont je vais parler à ceux qui ne le connaissent pas du tout. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le présenter. Alors, étant donné qu'il faut tout de même savoir de quoi nous parlons, je vous ai mis à l'écran une petite définition du mouvement zapatiste. Alors, c'est un mouvement né au sud du Mexique, mais qui n'est pas violent, qui ne se finance pas avec l'argent de la drogue et du narcotrafic, d'accord, comme d'autres mouvements. C'est un mouvement à l'origine d'inspiration. Alors, c'est un syncrétisme entre la théologie de la libération et le mouvement marxiste, qui est devenu tout au long des années altermondialiste. Et en fait, l'altermondialisme n'est pas né à Seattle en 2001, il est né le 1er janvier 1994 au Chiapas. Alors pourquoi les Indiens, donc ce sont des Indiens au sud du Chiapas, à 90% ce sont des descendants des Mayas. Pourquoi se sont-ils révoltés le 1er janvier 1994 ? Parce que c'est une date symbolique, c'était l'entrée en vigueur de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain conclu entre les Américains, le Canada et le Mexique. Et c'est un accord qui a complètement dérégulé les acquis sociaux du pays et qui a commencé à vendre le pays aux grandes multinationales, comme nous le verrons un peu plus loin. Alors, que s'est-il passé le 1er janvier 1994 ? Eh bien, les Indiens zapatistes ont occupé les terres des grands propriétaires terriens, que l'on appelle les latifundia. Là-bas, les latifundia sont des... Voilà, je vois que certaines connaissent. Ce sont des très très grandes propriétés. Les propriétaires, en général, enfin, aucun grand propriétaire n'est indien. Et en général, ce sont des descendants d'Espagnols ou d'autres colons. Et si vous voulez, globalement, au Chiapas, vous avez 1% de la population qui détient 99% des terres, quoi. Donc c'est une grande injustice, d'autant plus que l'on sait que les Indiens zapatistes ont obtenu, enfin les Indiens tout court, ont obtenu depuis 1917 la réappropriation de leurs terres à l'issue de la première révolution qui est celle d'Emiliano Zapata. Donc dans la Constitution, en réalité, les terres du Chiapas appartiennent aux Indiens. Et pourtant, ce sont des grands propriétaires terriens qui se les ont accaparés pour faire pousser du café et du maïs, qui est exporté d'ailleurs, qui n'est même pas redistribué dans le pays, mais qui est exporté. Et donc, en réalité, le fait que les Indiens n'aient pas accès à leurs terres, c'est anticonstitutionnel, puisque c'est inscrit dans la Constitution depuis 1917. Voilà, donc ils ont protesté contre le traitement injuste dont ils sont les victimes. C'est-à-dire, non seulement ils n'ont pas accès à leurs terres, c'est-à-dire à leur mode de vie,
qui est basé sur le maïs, le café, la terre des ancêtres. Pour eux, la terre, elle est sacrée, déjà, c'est pas un bien économique. Et il y a l'esprit de leurs ancêtres qui est dans ces terres. Et par ailleurs, les Indiens sont victimes de beaucoup de racisme là-bas. Les Indiens sont considérés là-bas comme une sous-catégorie d'hommes. Et malheureusement, ça continue. Alors, ils ont voulu aussi récupérer leurs terres parce qu'ils veulent, je l'ai mis, organisation de leur propre mode de vie. Ça sera toute ma dernière partie, ma troisième et dernière partie. L'expérience zapatiste est une expérience de démocratie radicale. C'est d'ailleurs la seule démocratie digne de ce nom qui existe sur Terre, et il faut le voir comme un laboratoire démocratique et politique. Voilà, aujourd'hui, les zapatistes sont environ 200 000. Ça, c'est une présentation rapide, mais je vais y revenir de toute façon pendant l'exposé. Voilà, je vous ai mis une photo d'Emiliano Zapata, donc le héros de la Révolution mexicaine. Donc lui, c'est un métis, moitié indien, moitié descendant espagnol. Et donc c'est lui qui avait obtenu que les terres soient rendues aux Indiens. Malheureusement, il a été assassiné et le mouvement a été récupéré par le Parti révolutionnaire institutionnel. Vous voyez, il y a déjà un oxymore dans le nom en fait. Comment un parti peut être révolutionnaire et institutionnel, ça n'a pas de sens. Alors j'ai mis ces deux photos parce que vous voyez, il y a une proximité au niveau de la symbolique. Alors le cheval, vous voyez, il n'y a pas la cagoule, mais vous voyez on va dire que le sous-commandant Marcos, c'est un personnage syncrétique entre Emiliano Zapata, Che Guevara. D'ailleurs, sur sa casquette, il porte les petites étoiles rouges de Che Guevara. La théologie de la libération, c'est là où je vais vous parler des points de convergence entre le pape François et le sous-commandant Marcos. Donc c'est un syncrétisme entre la théologie de la libération, qui est d'influence marxiste, Emiliano Zapata, et l'ordre de Jésus, donc l'éducation jésuite. Alors j'ai voulu montrer ces deux images parce que, alors c'est un secret de polichinelle, je peux le dire maintenant à la caméra. Le sous-commandant Marcos, à l'époque, n'enlevait jamais sa cagoule. Moi, je l'ai interviewé avec sa cagoule. Il était considéré comme terroriste numéro 1, d'accord, la personne la plus recherchée du Mexique. Alors aujourd'hui, depuis 2014, il y a eu un abandon des poursuites à son encontre, et en 2014, il s'est retiré donc de la représentation politique. Il ne représente plus le mouvement zapatiste. C'est un Indien maintenant qui est porte-parole du mouvement zapatiste, que j'ai eu l'honneur de rencontrer en 1996, qui s'appelle El Comandante Moïses, qu'on va voir en photo aussi. Et donc, je peux le dire aujourd'hui, je ne me serais pas permise de le dire en 1996. Son vrai nom, c'est Rafael Guillen. Et il a fait des études de philosophie et de littérature. Il parle plutôt bien français, on s'est entretenu un petit peu en français. Et il était professeur des universités à Mexico, à l'université, à l'UNAM, l'université libre de Mexico. Et on va voir que ce sont ses études en philosophie et son éducation jésuite qui l'ont poussé à devenir ce personnage mythique. C'est le Che Guevara des années 90, quoi. Et c'est le Che Guevara du 21e siècle, sauf que pour le moment, il a mieux fini que le Che, quoi. Pour le moment. Et en plus, alors ce qui m'a frappé, moi, pour avoir beaucoup lu les écrits du Che, etc., ce qui m'a frappé, c'est que El Soup, on l'appelle, le sous-commandant Marcos, a le sens de l'humour. Il est extrêmement drôle. Et ça m'a beaucoup plu. Déjà, il écrit de la poésie, il écrit très bien, il a une immense culture générale, et puis il a le sens de l'humour. Et je vais vous passer tout à l'heure un petit extrait de l'interview, vous allez entendre ce qu'il dit. Et pour moi, c'est le premier leader altermondialiste, c'est lui. C'est pas Seattle en 2001, c'est lui. Et vous écouterez son discours, ce n'est pas qu'une... D'abord, c'est pas une guérilla, c'est un mouvement non violent, et il y a une portée globale et une réflexion philosophique et politique globale qu'en 1996, je n'avais absolument jamais entendue nulle part. Donc voilà, alors je vais vous présenter rapidement les 5 points de convergence. Après, je vous présenterai comment je suis arrivée à rencontrer le sous-commandant Marcos. Ça a été une histoire de synchronicité et de rencontre. Une belle histoire, en fait. Et je prendrai beaucoup de temps pour parler des idées communes entre donc l'encyclique
Laudato Si, voilà, qui m'a particulièrement frappée, et on va dire les grands principes du zapatisme. Mais je vais vous présenter tout d'abord les 5 points de convergence. Alors déjà, premier point de convergence, ça n'aura échappé à personne, c'est l'Amérique latine. C'est que c'est le premier pape qui vient d'Amérique latine, de fait. Et il se trouve que donc le cardinal Bergoglio est argentin, il est né à Buenos Aires. J'ai mis la carte de l'Argentine ici. Et Rafael Guillen est issu du Mexique. Donc c'est l'Amérique centrale, mais bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même l'Amérique latine. Voilà, alors c'est pas innocent. Là, je vous ai mis une carte du Mexique parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, le Chiapas, c'est ce qui est en bleu là, vous voyez. C'est vraiment au sud du Mexique, à la frontière du Guatemala. C'est une zone de forêt. Le climat, c'est ça, en juillet. Donc il y a 20 ans, jour pour jour, c'était absolument la même luminosité, le même climat. C'est une synchronicité intéressante. Et puis, Rafael Guillen, alors c'est pas innocent non plus. Il est né, voilà, dans l'état de... Il faut que je reprenne mes notes, de Tamaulipas. Voilà, c'est l'état de Tamaulipas. Donc, au nord-nord-est du Mexique. Et il est né dans la ville de Tampico. C'est une ville importante. Alors, c'est pas la capitale du Mexique, puisque c'est Mexico, et ça n'a pas la même dimension que Buenos Aires, mais tout de même. C'est la première ville exportatrice vers l'étranger, notamment du pétrole et de tous les biens... Les ressources naturelles du Mexique. Alors c'est pas anodin, comme on le verra plus tard, que cette ville soit le principal acteur économique du Mexique en réalité. Et puis c'est à la frontière du Texas, donc il y a une proximité aussi avec donc les États-Unis. Alors, oui, je voulais insister quand même sur le pape François. C'est que non seulement c'est le premier pape qui vient d'Amérique latine, mais c'est le premier pape non européen depuis le 8e siècle, depuis le pape syrien Grégoire III. Donc, encore une fois, vous comprendrez plus tard pourquoi c'est important, pourquoi on a enfin une autre vision du monde. Et il y a une proximité très importante entre ces deux hommes. Alors, deuxième point de convergence, j'ai mis fils d'immigrés. Et oui, parce que le pape François, le père du pape François était un immigré italien qui vient du Piémont. Ça, c'est une carte postale des années 30. Et son père, justement, a émigré en Argentine, a quitté le Piémont, a émigré en Argentine dans les années 30. Donc, je me suis amusée à retrouver une carte d'époque qui peut vous montrer un peu l'ambiance. Et la mère de Mario José Bergoglio, donc notre pape François, sa mère elle-même, elle est née en Argentine, mais elle est fille d'immigrés italiens. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que... le pape François soit un fils d'immigrés italiens et El Subcomandante Marcos, Rafael Guillen, ses deux parents sont espagnols. Donc lui, il est né à Mexico, mais ses deux parents sont espagnols, originaires de Zamora en Espagne. Donc j'ai trouvé aussi cette convergence intéressante. D'accord ? Alors évidemment, le troisième point de convergence, c'est la compagnie de Jésus, puisque vous le savez, le pape François, c'est le premier pape jésuite. Voilà. Et le sous-commandant Marcos a fait sa scolarité au collège jésuite, dans l'état de Tampico, et puis ensuite à l'Institut culturel de Tampico. Et c'est tout petit déjà, l'influence jésuite l'a considérablement marqué, notamment sur la dimension de la praxis, qu'il a approfondie pendant ses études en philosophie, et le fait justement de défendre, est-ce que je l'ai mis après, voilà, le fait de défendre les plus pauvres, mais c'est pas une défense seulement théorique, mais cela passe aussi par l'engagement et le don de soi. Et le sous-commandant Marcos, il a quand même donné, 1986-2016, il a donné 30 ans de sa vie quand même à la cause zapatiste. Alors,
la compagnie de Jésus, l'ordre des Jésuites, est importante aussi parce que le commandant Marcos a travaillé avec, il est décédé hélas, mais l'évêque du Chiapas, c'est Monseigneur Samuel Ruiz, et c'était un évêque jésuite adepte de la théologie de la libération, extrêmement aimé des Indiens, qui s'est dévoué corps et âme pour la cause des Indiens et qui a joué un intermédiaire entre le gouvernement mexicain et la défense des Indiens. Et Monseigneur Samuel Ruiz a travaillé main dans la main avec le sous-commandant Marcos. Alors évidemment, qui dit ordre des Jésuites dit la théologie de la libération. Alors je vous ai mis une petite définition. La théologie de la libération est un courant de pensée théologique chrétienne venu d'Amérique latine, suivi d'un mouvement sociopolitique visant à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus et les libérant d'intolérables conditions de vie. Voilà. Et alors, je vous ai mis que le premier prêtre à en parler, c'est un prêtre péruvien, Gustavo Gutiérrez. Et la théologie de la libération, c'est un ouvrage, c'est un terme qui vient d'un ouvrage éponyme qui s'appelle Théologie de la libération, publié en 1972 et écrit par Gustavo Gutiérrez, et il est le premier à employer cette expression lors du congrès de Medellín du Conseil épiscopal latino-américain de 1968. Voilà. Il a fait ses études. Comment ? Il a fait ses études à Lyon. Qui donc Gustavo Gutiérrez. Ah bah d'accord, eh ben, je ne savais pas. Voilà encore une synchronicité intéressante. D'accord. Et alors, bien évidemment, autant El Soup est complètement adepte de la théologie de la libération ainsi que l'évêque Samuel Ruiz, autant le pape se dit plutôt adepte de la théologie sociale. C'est-à-dire, c'est la théologie de la libération, on va dire, expurgée de l'influence marxiste. Voilà. Mais en tout cas, ces idées-là, voilà, j'ai retrouvé des idées qui convergent absolument, hein, justice sociale, pauvreté, simplicité, respect du vivant, écologie, fuite des honneurs et du pouvoir. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est le slogan du sous-commandant Marcos, enfin, du mouvement zapatiste, c'est commander en obéissant. Donc le but ici, c'est pas prendre le pouvoir. Le but ici, c'est commander au sens de être porte-parole d'eux, en obéissant à qui ? En obéissant au peuple. Al pueblo, hein, en obéissant au peuple. Et c'est d'où le passe-montagne. Vous voyez, j'ai mis des affiches là, d'époque, hein, elles datent de 20 ans aussi, rapportées de la jungle. Et vous voyez, il a un passe-montagne, hein, le commandant Marcos. Et ça, c'est pas. Faut pas assimiler ce passe-montagne au terrorisme. Hein, c'est parce que dans le commander en obéissant, il n'y a pas de culte de la personnalité. C'est le refus du culte de la personnalité. Et les Indiens chantaient Todos somos Marcos, todos somos Marcos. Nous sommes tous Marcos. Et le but, c'est justement de faire corps ensemble, mais refus du culte de la personnalité. Il n'est pas leur chef d'ailleurs, hein, il est leur porte-parole. La nuance est importante aussi. Alors, c'est pas cette idée de commander en obéissance, ça vient pas du sous-commandant Marcos, hein, ça vient d'Henri Barbus. Qui avait organisé avec Romain Rolland un congrès contre la guerre, auquel s'était rallié Einstein d'ailleurs. Hein. C'est Henri Barbus dans les années 30, c'est l'écrivain français Barbus. C'est pas le commandant Marcos qui a inventé le fameux commander en obéissant. Alors moi j'ai retrouvé aussi dans ce fameux commander en obéissant, j'ai retrouvé des échos philosophiques de Rousseau, du contrat social. Voilà, on commande en fait à... Je respecte la loi parce qu'elle émane en fait du peuple. Voilà. Et je retrouve en fait dans les camps zapatistes où j'ai vécu, c'est vraiment le contrat social incarné en fait, dans le réel. Mais ça, je vais en parler un peu plus tard. Voilà, donc si vous voulez, tous ces points convergent. En tout cas, moi je les retrouve dans l'encyclique Laudato Si que j'ai lu, relu et annoté. Je retrouve absolument tous ces points-là entre le pape François et entre le mouvement zapatiste. D'ailleurs, le pape François, je vous le rappelle, enfin vous le savez à mon avis, mais je ne fais que le rappeler, qu'il a tout de même pris le nom de François en hommage quand même à Saint François d'Assise, qui a quand même fait vœu de pauvreté, de simplicité et aussi de respect du vivant. Alors, j'aborde
ma deuxième partie, je vais vous expliquer avant de rentrer dans les grandes idées de fond. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est pas terrible. Mais... Oups, bon. Bon, je ne veux pas tout faire tomber. Alors, j'ai mis de Berlin au Chiapas parce que c'est comment est-ce que j'ai réussi à rencontrer le sous-commandant Marcos. Alors, c'est une petite histoire que je vais vous raconter, qui n'est pas une fable, c'est réel. Alors, il se trouve qu'à l'époque, moi, je démarrais une thèse donc en 96 de philosophie politique sur la démocratie directe, et à Aix-en-Provence, et puis en cherchant un peu des informations sur ce sujet. Enfin, j'ai déjà commencé en master, en fait, à m'intéresser à ce sujet. J'avais envie de passer comme elle soupe à la praxis, quoi. Vous voyez, la théorie, c'est bien joli, mais dans le monde, où est-ce que je pouvais témoigner, observer une expérience de démocratie directe ou semi-directe? Et je suis tombée sur un hors-série de Charlie Hebdo à l'époque qui s'appelait Le Mouvement Zapatiste, qu'on m'a apporté pour mon anniversaire. Et alors j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que je recherche. C'est un laboratoire politique, c'est une expérience de démocratie directe. Et après, tout s'est enchaîné très rapidement. C'est-à-dire, j'ai pris contact avec le comité de Chiapas de Marseille, qui est très actif en Europe. Et 3 jours après, ils m'ont dit, on t'emmène à Berlin avec nous. Bon, à l'époque, j'étais journaliste et j'étais étudiante en philosophie et journaliste. Alors, j'avais pas un emploi du temps qui me permettait justement de m'absenter. Et me voilà partie à Berlin avec ce comité de Chiapas que je connaissais depuis 3 jours de Marseille. Et là, ça parlait allemand. Heureusement, j'avais fait de l'allemand, donc je comprenais à peu près ce qui était dit. Voilà, bon, c'était le Berlin des années 96, hein, c'était étonnant. C'est le Berlin où les murs venaient juste de tomber, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il y avait une espèce d'activité, d'émulation intellectuelle et sociale et culturelle sidérante. Enfin, pendant 15 jours, il y avait un bouillonnement intellectuel extrêmement important. Et voilà, ça ce sont les documents d'archives. Donc il y avait une manifestation à Berlin pour défendre les droits des Indiens zapatistes. Donc on me voit il faisait très froid, il pleuvait. Et alors là, j'ai mis cette photo avec Steven. Alors, vous voyez, parce qu'il a le t-shirt du sous-commandant Marcos. Et en fait, Steven est indien. Et son autre particularité, c'est que son père est un ambassadeur danois. C'était l'ambassadeur du Danemark au Mexique. Et sa maman est une indienne mexicaine. Et en discutant avec Steven, alors moi j'avais pas un sou, hein, j'étais une pauvre étudiante en philosophie complètement fauchée, je faisais du journalisme, j'étais payée à la pige, bon, j'avais absolument pas l'argent de partir au Mexique. Et Steven m'a dit, écoute, moi je t'avance le frais du voyage, enfin l'avion, et sur place tu te débrouilles. Bon, c'est pas très cher, hein, Chiapas, ça va. Et il m'a dit, tu me rembourseras plus tard, mais moi je veux que, en tant que journaliste alternative, tu viennes témoigner de ce qui se passe au Chiapas. Et si je l'avais pas rencontré, j'y serais jamais allée, c'était pas possible. Financièrement, c'était pas possible. Le billet d'avion, à l'époque, pour moi, c'était de l'ordre de l'inimaginable. Et alors, c'est rigolo parce que j'habitais à Aix-en-Provence à l'époque. Et quand on est rentré de Berlin, en fait, Steven vivait à Lyon. J'ai perdu sa trace, mais peut-être que si c'est filmé, il va se reconnaître. J'ai perdu la trace de Steven, mais il se trouve que j'ai retrouvé cette photo il y a 3 jours. Il me semble que ce sont les terreaux, puisque je vois les burennes, enfin les marques, les pavés de Buren. Je me dis, mais ce sont les terreaux. Alors c'est la première fois de ma vie que j'allais à Lyon à l'époque, puisque moi, je suis née à Toulon, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Et en fait, en retour de Berlin, on s'est arrêté prendre un verre à Lyon, où le comité de Chiapas de Lyon était le plus important de France avec le comité de Marseille, en fait, très, très actif. Voilà. Et puis, grâce à Steven, qui avait mis dans ma boîte aux lettres le chèque pour l'avion, grâce à lui, je suis partie au Chiapas. Alors, le Chiapas, je vous fais une petite présentation. Voilà, c'est ça, ce sont des petites collines comme ça. Il fait très chaud. Enfin, c'est comme aujourd'hui, en fait. C'est absolument une journée zapatiste. Alors vous avez ce ciel blanc comme ça, il faut imaginer le son des insectes, ça bruisse, on est transpirant, c'est humide, et vous avez des petites collines et des petites maisons comme ça. Alors on n'est pas encore en zone, en territoire clandestin zapatiste, hein. C'est le Chiapas qui est une zone rurale où les Indiens sont vraiment très pauvres et travaillent la terre comme vous le voyez. Donc ils travaillent avec des petits chevaux
Et ils cultivent globalement le maïs et le café. Voilà, j'ai retrouvé des rares photos en couleur que j'ai faites. Voilà, vous voyez, c'est à dos d'homme, où on va le voir à dos de petits chevaux bâtés. Voilà. Ils sont tout petits et voilà. Donc c'est une zone une région extrêmement rurale. Alors les jeunes filles étaient très timides, ils ne voulaient pas que je les prenne en photo. Alors j'ai su plus tard, parce que j'ai rencontré... à l'époque, j'avais rencontré un grand anthropologue français, André Aubry. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. André Aubry, c'était un grand anthropologue français qui vivait à Mexico et qui était spécialiste des Indiens. Il m'a expliqué que dans certaines ethnies indiennes, bon voilà, le fait de prendre une photo, c'était voler l'âme. Et les jeunes filles, les hommes n'avaient pas de souci avec ça, mais les jeunes filles, les femmes ne fuyaient voilà, l'appareil photo, donc j'ai pas insisté. On voit une petite fille aussi qui fuit l'appareil photo et qui s'occupe des petits cochons là-bas qui sont très beaux, voilà, parsemés de taches. Bon. Alors ça, je vous ai mis cette photo-là parce que vous voyez dans quelle pauvreté vivent les Indiens du Mexique. Voilà à peu près un habitat typique au Chiapas, en tout cas en 1996. Et vous allez voir la différence effectivement dans les camps clandestins zapatistes organisés. Alors ça, c'est mon côté journaliste, hein, c'est un document d'époque, El Machete, bon, parce que vous voyez la date, 23 de Julio 96, voilà. 23 juillet 96, donc j'ai réussi à arriver à San Cristóbal de las Casas et j'ai réussi de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, à rentrer à la Realidad, qui est le quartier général du sous-commandant Marcos. Je vous passe toutes les histoires, parce que ce serait trop long, mais c'était une histoire de rencontre et de synchronicité. J'aurais très bien pu rester bloquée à San Cristóbal de las Casas et ne jamais mettre les pieds dans les camps, mais il se trouve que j'ai réussi. Bon. Alors sur la route, en revanche, il y a eu une grosse frayeur, c'est que vous avez voilà, une voiture de paramilitaires avec le logo de... Enfin, c'est la police fédérale mexicaine, sauf qu'ils voulaient nous empêcher de passer. Et que moi, ils m'ont pris tous mes papiers. J'étais dans le bus, j'étais la seule blanche dans le bus, il y avait tous les Indiens. Et qu'ils m'ont pris tous mes papiers, ils ne me les rendaient pas. Donc mon passeport, carte d'identité, carte bancaire, tout. Et j'étais très très mal, parce que je ne parle pas espagnol, hein, quand même, je vous le dis. Et alors encore moins les dialectes indiens. Et j'étais très très mal parce que je me suis dit, mais si le bus repart sans mes papiers, c'est la catastrophe. Je suis bloquée dans les territoires clandestins, je ne sors plus. Et c'est là où j'ai trouvé que voilà, les zapatistes, c'est pas qu'un vain mot, il y a une véritable solidarité. Et ils sont restés à côté de moi, ils m'ont dit, le bus ne redémarre pas tant qu'on t'a pas rendu tes papiers. Mais heureusement, sauf que c'était en fin de journée, hein, et ça a duré 6 heures avant qu'ils me rendent. Alors ça fait partie de la guerre de basse intensité. C'est qu'en fait, ils voulaient me terroriser, quoi. Enfin, ils voulaient que je rebrousse chemin, en fait. Ils voulaient pas que les médias étrangers, les étrangers viennent pour témoigner. Et grâce aux zapatistes qui sont allés, je sais pas comment ils s'en sont sortis, hein. Il y a un Indien qui est sorti du bus, qui a été parlé avec eux, ça a pris 6 heures. Et moi je me suis dit, ils vont détruire mes papiers, c'est fini, quoi. Et en fait il est revenu avec mes papiers, malheureusement. Et j'ai appris par la suite qu'en fait il mettait les papiers dans les toilettes et qu'il tirait la chaise d'eau et du coup les étrangers étaient bloqués dans les camps en fait. Et après ils allaient en prison. Donc j'ai eu beaucoup de chance en fait. Mais je l'ai su plusieurs années après ça, heureusement. Bon, j'ai emmené pas large quand même et merci aux Indiens zapatistes, quoi. Voilà. Et j'arrive enfin à la Realidad, dont j'ai su après que c'était le quartier général du sous-commandant Marcos, qui lui était dans la forêt derrière. Et bien sûr, comme il était recherché par le gouvernement fédéral, il ne se montrait que très rarement, enfin il s'est montré qu'une fois, et sous bonne escorte. Voilà, alors je vais mettre un peu de son pour que vous écoutiez un peu l'ambiance. C'était la... Donc vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est quand même le drapeau mexicain. C'est-à-dire que le gouvernement a accusé les zapatistes d'être séparatistes, mais ils ne sont pas séparatistes en fait. Ils se disent indiens, mais ils se disent aussi mexicains. La preuve, c'est le drapeau mexicain. Donc ils ne veulent absolument pas le séparatisme entre le Chiapas et ils veulent simplement qu'on respecte leur mode de vie. C'est pas du tout la même chose. Alors, vous allez voir un peu l'ambiance. C'était comme ça pendant 3 mois. Il y avait beaucoup de réunions comme ça. Voilà, vous allez écouter. Alors, sur les cassettes d'époque, elles sont 20 ans. Hein. Voilà, donc
avant chaque tribune, il y avait la musique. On entendait un petit peu l'ambiance de l'époque. Voilà, bon. Je vais pas non plus, c'est juste pour que vous ayez un peu l'ambiance de l'époque. Voilà, ça c'est la preuve que j'étais bien là-bas, parce que j'ai des amis qui m'ont dit mais elle est complètement mythomane, Florence, elle est jamais partie là-bas. Bah si. Donc j'ai retrouvé des photos qui prouvent que je suis pas mythomane et que j'étais vraiment là-bas. Bon, effectivement j'avais 20 ans de moins, mais j'ai dit je suis très fatiguée parce qu'il se trouve que la nuit les Indiens ils font la fête. Et moi je dormais pas. Donc pendant 3 mois j'ai pas dormi en fait. Hein. Donc je sais pas comment ils font, parce que la journée, hommes et femmes ils travaillaient dans les champs avec la machette, c'est assez physique. Hein. Et la nuit les femmes, on va le voir, mettaient leurs belles robes et dansaient, chantaient. Moi j'en pouvais plus quoi. Je dormais 2 heures par nuit enfin. Bon, et en plus j'ai eu la mauvaise idée d'acheter à Mexico un tout petit hamac, une place, et du coup je tombais tout le temps du hamac dans la boue. C'était une horreur. Donc vous voyez la tête que j'étais extrêmement fatiguée en l'occurrence. Voilà. Les Indiens non, hein, ils tenaient bien le rythme, mais moi beaucoup moins. Alors les fameux hamacs, hein, je les ai mis parce que j'en ai fait des cauchemars plusieurs années après. Et en pleine nuit, tomber dans la boue parce qu'il pleuvait quand même un jour sur 2, donc c'était assez boueux. Là, je vous ai mis les petites filles du camp. Enfin, vous voyez, c'est quand même moins misérable que la petite maison en bois qu'on voit à l'extérieur des camps. Il n'y a pas de misère dans les camps zapatistes. Hein. Les enfants mangent à leur faim, les enfants sont bien vêtus, il n'y a pas de misère. Et si vous voulez, l'écart m'a frappé. Alors, ce sont mes photos hein, que j'ai faites en argentique à l'époque et que j'ai développées moi-même. Ça m'a pris du temps. Alors là, je trouvais les petits garçons rigolos parce qu'ils se promenaient toute la journée avec leur petit frigo à roulettes, là. Et ils nous vendaient des bouteilles de coca. Alors en soi, j'étais désespérée qu'il y ait Coca-Cola au cœur du quartier général du sous-commandant Marcos, quand même. Vous voyez, le grand capital au cœur du moment zapatiste. Mais bon, voilà, c'est clos, elle n'est pas forcément très bonne là-bas. Et comment ce sont des bouteilles encapsulées et vous craignez pas de vous déshydrater complètement. Alors ça, ce sont des enfants, et c'était pour que vous voyez la différence entre eux. Les enfants des camps zapatistes et les enfants hors des camps zapatistes. Ça, c'est des enfants que j'ai photographiés avant que le bus se fasse arrêter par les paramilitaires. Et en fait, quand le barrage nous a arrêtés, j'en ai profité pour faire des photos. Et vous voyez la grande misère des Indiens qui ne sont pas dans le réseau zapatiste. On voit la différence. Ah là, ce sont les femmes qui préparaient les tortillas et les frijoles. Donc, les tortillas, c'est les galettes de maïs, et les frijoles, c'est les haricots noirs. Donc, pendant 3 mois, c'était tortillas et frijoles. Alors, voilà, ça c'est une femme du Chiapas, j'ai trouvé particulièrement belle, avec un beau visage serein. Et alors, ce qui m'a frappé en 96, c'est aussi la révolution féministe. C'est que le mythe du bon sauvage, ça n'existe pas, hein, même au Chiapas. Hein. Et les femmes n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit de porter l'uniforme zapatiste, n'avaient pas le droit d'aller à l'école, etc. Et puis en 96, ils ont dit ça suffit, maintenant ça va changer, quoi. Et alors moi j'ai été témoin des changements qui s'opéraient. Et les femmes ont commencé, ont toutes voté du coup, ont été enrôlées dans le mouvement zapatiste en le voulant, hein, en le souhaitant. Et les tâches ménagères ont commencé à être équitablement distribuées entre les hommes et les femmes. Et j'ai trouvé cette femme, ce visage particulièrement serein. Alors j'ai mis abattage de la vache parce que les Indiens, en notre honneur, en fait, on était plusieurs journalistes du monde entier. Ils ont abattu une vache pour faire la fête le soir. Sauf que c'est la vache qui a failli me tuer en l'occurrence. Bon, heureusement c'était à la fin du séjour.
Et j'ai été très 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 malade et donc j'ai dit je pense que la vache n'est pas passée. Donc il faut savoir que le Chiapas quand même, vous avez des scorpions, vous avez des serpents, vous avez la fièvre jaune, vous avez la typhoïde, l'eau est contaminée, enfin... Si vous n'êtes pas indien, si vous ne naissez pas là-bas, vous mourrez, quoi. Et les Indiens, il y a un enfant sur deux à la naissance qui meurt, quand même. Donc ceux qui restent, ils sont immunisés. Mais nous, on ne l'est pas du tout. Alors, moi, encore moins. Et après avoir mangé la vache, j'ai failli mourir, en l'occurrence. Je me souviendrai de la vache. Voilà. Alors, le linge aussi, l'eau, c'était un véritable problème, d'autant plus que l'armée fédérale contamine aussi l'eau. Donc je mettais bien mes petites capsules dans l'eau désinfectante, mais ça n'a pas suffi en l'occurrence. Alors ils font tout dans la rivière, ils se lavent, ils lavent le linge, ils font la nourriture. Bon. Alors ça j'ai pris cette photo, pourquoi ? Parce que les apatistes ils avaient créé des douches pour nous, parce qu'eux ils se lavent dans la rivière. Mais pour recevoir les occidentaux, ils avaient créé des sanitaires et créé des douches, et donc c'est un exemple effectivement de tout ce qu'ils avaient fait pour nous recevoir le plus correctement possible, quoi. Voilà, alors ça c'est la photo que Paul a peut-être mis en voilà pour annoncer la conférence. Donc vous voyez là en fait, alors évidemment moi je ne suis pas ethnologue, mais vous avez énormément d'ethnies qui sont représentées. Vous avez 12 groupes indigènes importants au Chiapas. Il y a 90% ils descendent des Mayas, mais vous avez donc une douzaine de dialectes différents. Et là, moi, je suis incapable de les distinguer. Ne me demandez pas. Mais chaque ethnie a revêtu son costume en fait traditionnel. Voilà. Alors ça, ce sont les femmes. Je vous le disais tout à l'heure. Les femmes. Enfin, ils font beaucoup la fête en fait, et après leur journée de travail dans les champs, en fait les femmes mettent leurs bijoux, leurs robes dans les camps zapatistes, et puis c'est les grosses sonos là, vous voyez, de salle de concert, et puis ils dansent et la musique à fond, et ça dure toute la nuit, quoi. Enfin, même, je les trouvais belles ces femmes, enfin, voilà, ces jeunes filles en fait. Ouais. Voilà, on voit que les femmes aussi font partie du mouvement zapatiste avec ce petit foulard rouge. Donc la révolution féministe en 96 a eu lieu en l'occurrence. Voilà, je les trouve rigolotes, on dirait les Dalton un peu là, vous voyez pas. Et elles étaient très fières de dire qu'elles aussi, elles votaient, elles faisaient partie du mouvement, et voilà, je les ai photographiées pour ça. Cérémonie d'ouverture, donc ça c'est la nuit qui arrive. Là c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. Et vous voyez encore, il y a des drapeaux donc, du sud de l'état du Chiapas, indigène, et aussi le drapeau mexicain. C'est bien pour signaler qu'il n'y a pas de séparatisme. Voilà, ils ne sont pas du tout dans un esprit séparatiste. Voilà encore l'ambiance. Du coup, je dormais pas moi avec la musique, je dormais pas, donc du coup, je me baladais dans les camps et puis je parlais avec mon mauvais italien. Je parlais avec les Indiens qui comprenaient rien, ça les faisait beaucoup rire. Voilà, un peu l'ambiance la nuit. Alors, ça c'est l'entrée du sous-commandant Marcos dans le camp. Donc, il est venu une fois sous bonne escorte, évidemment. Et il est venu en plein jour, j'étais assez étonnée. Et il est venu faire un discours à la tribune. Il n'est pas resté très longtemps parce que les satellites pouvaient le repérer et donc il pouvait être tué assez rapidement. Donc il est reparti assez vite voilà, sur ses chevaux dans la jungle où voilà, personne ne savait où il allait, à plusieurs heures de route à cheval. Et voilà le commandante Moïse qui est maintenant le nouveau porte-parole, qui lui est un Indien, c'est le nouveau porte-parole du mouvement zapatiste. Alors, j'ai mis Maurice Najman, je ne sais pas qui le connaît. En l'occurrence, Najman, c'est un des héros de mai 68. Il est apparenté par sa mère à Rosa Luxembourg. Et donc, c'était un journaliste du monde diplomatique et de Libération. Et comme je ne dormais pas la nuit, je me promenais dans les camps et puis un soir, je rencontre ce monsieur que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était Maurice Najman. On discute et puis il me dit, il était minuit, il me dit, dans 3 heures, si tu me rejoins là à tel endroit, je t'amène voir le sous-commandant Marcos. Moi je me suis dit, oulala, je ne sais pas qui est ce monsieur. Et je me suis dit, est-ce que je prends le risque ou pas ? Bon, je me suis dit, allez, ce serait quand même trop bête de rater l'occasion, et je ne savais pas que c'était Maurice Najman, et Maurice Najman m'a amené au sous-commandant Marcos, la preuve en image. Alors ça fait un peu midinette, vous voyez, avec son fan,
Vous voyez, ça fait un peu... Vas-y, vite, prends-moi en photo. Bon. Il est resté cool parce que j'ai failli être jetée dehors par ses commandants derrière, parce que je suis venue derrière avec le commandant Marcos. Et il y avait ces gardes du corps qui se sont approchés de moi pour me jeter. Et Marcos a fait, c'est bon, laissez-la. Mais il est sympa en fait, il est cool. Hein. Et grâce à lui, j'ai pu faire la photo pour prouver que j'y étais bien. Bon, donc pardon pour le côté midinette, mais voilà, c'est la preuve que j'y étais bien. Et là, je vais quand même vous passer l'interview du sous-commandant Marcos, parce que c'est quand même un document d'époque. Hein. Alors évidemment, ça dure plus d'1 heure, donc je ne vais pas vous passer l'heure entière, mais juste écoutez le message, parce que moi je le trouve extrêmement moderne encore en fait. Malheureusement, c'était il y a 20 ans, mais ça n'a pas pris une rythme. Et j'aimerais que vous écoutiez ce que dit le commandant Marcos. Bien. C'est lui qui parle, pas français. Voilà, j'y suis. Alors en fait, il y avait une équipe de télé qui était exécrable, qui était là. Ils ne voulaient pas qu'on traduise en fait. Voilà, et Marcos a fait, mais si, on va traduire en français. Bon, merci Marcos. Por otro lado, se está dando en México, en todo México, una movilización muy fuerte que no es explícitamente. Alors ça, c'est le journaliste espagnol qui pose la question, il va répondre et c'est traduit en français. Un movimiento social que va creciendo mucho en México. Y sin embargo, te ves muy preocupado y muy angustiado. ¿Puedes precisar un poco más por qué tanta preocupación? Bueno, nosotros consideramos que en México hay un periodo de crisis que no acaba de definirse. Est-ce qu'on peut traduire au fur et à mesure? Excuse-moi, est-ce qu'on peut traduire au fur et à mesure? Non. L'équipe télé qui veut pas. Il a fini l'idée. Oui, parce que sinon... Bueno, nosotros pensamos que en México hay una crisis que falta por definirse. Nous pensons qu'il y a au Mexique une crise qui reste encore à définir. Esta crisis se puede definir hacia adelante, hacia un proceso de democratización. Cette crise peut se définir par une sortie par l'avant, par un processus de démocratisation. O al contrario, a un proceso de retroceso, de endurecimiento y de fascismo. Ou au contraire, par une régression, un durcissement et un processus fasciste. O sea, realmente estamos ante un proceso de mucha agitación social y mucha inquietud política. Il y a une situation d'une grande agitation sociale et d'une grande préoccupation politique. Donde se nota el ascenso de organizaciones no partidarias. Avec la montée d'organisations non partisanes, sans parti. Y movimientos que no tienen ningún tipo de organización. Et de mouvements qui n'ont aucun genre d'organisation. De una u otra forma nos encontramos con una crisis estructural. En tous les cas, on est devant une crise structurelle. Que abarca el aspecto político, el económico y el social. Qui englobe les aspects politiques, économiques et sociaux. En el aspecto político, la crisis abarca a los partidos políticos. Au point de vue politique, la crise englobe aussi les partis politiques. Y eso hace que la sociedad mexicana empiece a buscar otras formas de organizarse. Et la société mexicaine cherche d'autres façons de s'organiser. Para hacer política. Pour faire de la politique. Que no sea la política partidaria. En dehors de la politique de parti. Pero sin embargo, el sistema político mexicano sigue definiéndose en términos electorales y en términos de partido político. Mais le système politique mexicain se définit encore en termes de politique électorale et de los partidos políticos. Des partis politiques. Quiero decir, el concepto de democratización del país está cerrado al concepto de democracia electoral o de participación partidaria. C'est-à-dire que l'idée de démocratie politique est enfermée dans l'idée de démocratie électorale et d'activité de parti. Entonces nos encontramos con un esquema político cerrado. Donc on est pris dans un schéma politique fermé. Por un lado, y por el otro lado un movimiento social de mucha inquietud y movilización. D'un côté, et de l'autre côté un mouvement social avec une grande inquiétude et une grande mobilisation. Dentro de esa gran movilización está el zapatismo, pero es más grande el movimiento social que el zapatismo.
À l'intérieur de ce mouvement social, il y a le zapatisme, mais le mouvement social est plus large que le zapatisme. Esta contradicción entre un movimiento social y político ascendente esta contradicción entre un movimiento social político ascendente y un esquema rígido de hacer política va a terminar por reventar. Cette contradiction entre un mouvement social croissant et ce schéma rigide de faire de la politique va finir par exploser. En el mejor de los casos, el movimiento social y político va a terminar por imponerse, va a romper el esquema cerrado político y lo va a abrir. Dans le meilleur des cas, le mouvement social va finir par s'imposer, rompre ce schéma politique et l'obliger à s'ouvrir. Esto significaría abrir el espacio de participación política democrática en términos más allá del proceso electoral. Ça signifierait ouvrir le processus de participation politique démocratique au-delà du processus purement électoral. O sea, llevar el problema de la democracia a los términos cotidianos, a la vida diaria pues del ciudadano. C'est-à-dire faire entrer le problème de la démocratie dans les problèmes quotidiens, dans la vie quotidienne du citoyen. Pero lo que puede ocurrir es que el esquema rígido termine por imponerse en contra de la movilización social y política. Mais il peut aussi se produire que le schéma rigide s'impose à la mobilisation sociale et politique. Y termine por tratar de asfixiar. Voilà, je ne vais pas vous faire écouter toute la bande. De toute façon, il y a un moment où c'est plus traduit, donc il faut que je fasse traduire. Voilà, ce qui m'a vraiment intéressé, ce que je trouve extrêmement moderne, c'est que justement, il dit que il annonce en fait l'explosion des partis politiques, non seulement au Mexique, mais dans le monde aussi traditionnel. Et lui, il propose, enfin lui, le mouvement zapatiste en fait propose justement, vous l'avez entendu, hein, d'élargir le mouvement politique démocratique à tout le corps social. Et pas qu'aux partis politiques. Et d'ailleurs, le mouvement zapatiste ne veut pas prendre le pouvoir. Il ne se présente pas aux élections. Le but, c'est permettre en fait aux Indiens d'avoir des représentants, de récupérer leurs terres et de donner une autre manière de faire la politique. C'est ce qu'on va voir maintenant dans ma troisième partie. Hein. Et justement, de quelle manière donc, le mode de vie des Indiens se rapproche justement de l'encyclique. Au niveau des idées, et je trouve que ça c'est extrêmement moderne quand on entend ce que dit le sous-commandant Marcos. Voilà deux belles photos d'El Soup. Et voilà le commandante Moïse qui est depuis 2014 le nouveau porte-parole. Alors lui c'est un Indien, le nouveau porte-parole du mouvement zapatiste. Alors juste un mot sur les accords de San Andrés au Chiapas. Moi j'étais la seule Française à y avoir eu accès, la seule journaliste. Malheureusement, j'ai pu tenir que 3 jours. Après, j'ai été très très malade. Voilà. Bon, j'ai pas pu assister à la signature des accords, mais normalement, les accords de San Andrés, en fait, renouvellent les accords de 1917. Et en fait, sur le papier, vous avez des accords de paix et pacification qui ont été faits il y a 20 ans entre le gouvernement mexicain et l'État du Chiapas et les Indiens, et notamment la restitution des terres. Et en réalité, aucun des accords n'a été respecté. Ça a été signé et le gouvernement n'a appliqué absolument aucun des accords. Parce que si vous voulez, le but des zapatistes, c'est d'enlever la cagoule et la tenue militaire pour devenir des civils une fois que les droits des Indiens auront été reconnus. Et c'est ce à quoi ils aspiraient en 1996. Et moi, je me suis dit, ça se trouve, ça va être un sommet historique. Et comme j'étais la seule Française à y être, je me dis, il faut tenir bon. Puis bon, la santé n'a pas tenu, mais à cause de la vache, hein, vous avez compris, à cause de la vache, bon, voilà. Et en fait, malheureusement, aucun accord n'a été appliqué. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que vous voyez un cordon paramilitaire, hein, voilà, à gauche. Enfin, c'est même la police municipale à la solde du gouvernement fédéral. Et de côté, vous avez un cordon de la société civile qui est venu pour que Marcos et le commandant Moïse et les zapatistes ne soient pas exécutés. Parce que Zapata s'est fait exécuter comme ça. Il est venu signer en fait un accord avec les partis politiques et il s'est fait assassiner. Et là, évidemment, les Mexicains n'ont pas voulu, enfin les zapatistes n'ont pas voulu que l'histoire se reproduise de manière malheureuse. Et donc, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que les civils eux-mêmes, et pas la demande des zapatistes, hein, les civils des villages sont venus et ont fait un cordon comme ça, je ne sais pas si on voit bien, hein, mais on fait un cordon, vous aviez des hommes, des vieillards, des femmes, des enfants, un cordon civil. Ce qui fait que les tanks qui étaient quand même à proximité, que moi j'ai vu en passant,
En fait, il était prévu que Marcos soit assassiné pendant ces accords, il faut le dire. Mais le fait qu'il y ait 1, les civils, 2, les caméras étrangères, 3, des journalistes avec un appareil photo, le gouvernement n'a pas osé. Et ça, c'est tout le génie du sous-commandant Marcos, qui était quand même professeur en communication à Mexico, quoi. C'est tout le génie, en fait, de comment penser la communication pour protéger les Indiens, et ils ont évité le massacre, en l'occurrence, voilà. Et le 1er janvier 1994, pourquoi est-ce que les Indiens, qui sont pauvres, qui ne sont pas armés, ont pu récupérer les terres des grands propriétaires terriens? Parce qu'ils avaient tous fait la fête la veille. Ils étaient complètement bourrés, et donc les gardes étaient bourrés, et c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer sur les terres. Ils ont pu récupérer les terres, parce que tout le monde était complètement sous, ils étaient tous sous, et vous voyez, c'est une espèce de stratégie aussi qui est pensée, comment y arriver sans bain de sang. Et c'est ça que je trouve extrêmement moderne dans ce mouvement zapatiste. C'est comment la société, c'est un mouvement civil à la base, et comment la société civile parvient à... Ce n'est pas une guérilla, vous avez compris, ils n'attaquent personne, ils se défendent mais ils n'attaquent personne, quoi. Voilà. Alors, je finis sur... bon, ça c'était une présentation pour que vous compreniez un petit peu ce qu'était le mouvement zapatiste. Alors après, moi j'ai trouvé vraiment des convergences entre l'encyclique et les grands principes zapatistes. La première idée, c'est quand même le respect des peuples premiers. Et là, je vais quand même vous lire donc le paragraphe 146 de l'encyclique Laudato Si, qui affirme qu'il est indispensable d'accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles. Alors ça m'a fait vraiment plaisir, parce que vous voyez, à l'état du Chiapas, voilà, vous avez 12 groupes indigènes, et les principaux, à plus de 90%, sont les descendants des Mayas. On verra tout à l'heure que ça a une importance fondamentale, le fait qu'ils soient Mayas, et pas une autre ethnie, j'en parlerai. Alors, je reviens quand même à mes peuples premiers pour parler un peu de l'encyclique, parce que le pape dit que loin de constituer une simple minorité, ces communautés doivent devenir, je cite l'encyclique, doivent devenir les principaux interlocuteurs, notamment, dit le pape, car ces communautés considèrent que la terre n'est pas un bien économique, mais un don de Dieu et des ancêtres qui y repose, un espace sacré avec lequel elles ont besoin d'interagir pour soutenir leur identité et leurs valeurs. Alors, de fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les Indiens du Chiapas les zapatistes considèrent que la terre n'appartient à personne. Elle est un espace sacré où réside effectivement l'esprit des ancêtres. Et donc, ils travaillent tous en commun les cultures de café et de maïs. En revanche, ils ont leur petite maison, leur petit jardin potager, leurs outils de travail qui est propre, d'accord, mais ils travaillent en commun la terre, et les représentants qui doivent représenter et gouverner, alors ce sont des mandats rotatifs, en fait, électoraux rotatifs. Pendant ce temps, eh bien, ce sont les autres Indiens qui cultivent leurs champs. Il y a une solidarité. Après, ils sont tous paysans, Les zapatistes, ce sont tous des Indiens, ils sont tous paysans. Il y a une homogénéité effectivement sociale. Alors, donc ça, ces points de convergence, ça m'a particulièrement intéressé, parce que le sous-commandant Marcos s'est quand même mis au service pendant 30 ans de la défense des peuples premiers mexicains, donc les Indiens mayas. Et effectivement, donc, ces communautés autochtones ont un autre rapport au monde que nos civilisations occidentales. Il n'y a pas de coupure entre l'homme et la nature, et il n'y a pas de rapport de domination de l'homme sur la nature. Et de fait, il m'a semblé, moi déjà en 96, intéressant d'écouter leurs paroles pour ne pas considérer la nature et les ressources naturelles comme un stock inépuisable que l'on peut exploiter. Et c'est bien ce que dit le pape, le pape dans l'encyclique Laudato Si, dans le paragraphe 146, je cite: « Quand elles restent, les communautés autochtones, quand elles restent sur leur territoire, ce sont précisément elles qui les préservent le mieux. Cependant, en diverses parties du monde, elles font l'objet de pressions pour abandonner leurs terres, afin de les laisser libres pour des projets d'extraction, ainsi que pour des projets agricoles et de la pêche qui ne prêtent pas attention à la dégradation de la nature et de la culture. » Ça, c'est ce que dit le pape. Alors, en l'occurrence, au Chiapas, il y a du pétrole. Juste sous les camps clandestins zapatistes, en l'occurrence. Et oui, voilà.
Alors évidemment, c'est aussi pour ça que le gouvernement veut éradiquer le mouvement zapatiste. D'abord parce que ça leur fait la mauvaise publicité au niveau international, et puis ensuite parce qu'ils aimeraient bien forer les puits de pétrole qui sont au Chiapas. Alors j'ai trouvé un cas beaucoup plus récent puisque ça date du mois de mai, et je ne sais pas si vous connaissez, donc au nord-nord-ouest de Mexico, Real de 14. Si vous connaissez cette ville célèbre, vous avez notamment les rites à base de peyote. Enfin, vous avez en fait, c'est un territoire sacré qui est protégé par l'UNESCO. C'est dans le désert de San Luis Potosí. Et donc aujourd'hui, c'est un village donc sacré, touristique, qui vit du tourisme. Et donc 80% ce territoire s'appelle le territoire de Wirikuta. Le problème, c'est que ce territoire, qui est un territoire qui est non seulement un site naturel protégé par l'UNESCO, mais c'est un site traditionnel sacré protégé par l'UNESCO. Donc il est doublement protégé. Je vous le dis en guise d'introduction pour que vous compreniez ce qui est dramatique dans cet événement. C'est que malheureusement, il y avait au début du siècle dernier des mines d'argent près de ce village, et que le gouvernement mexicain a décidé de réouvrir ces mines d'argent, sans l'accord évidemment des peuples qui pratiquent des rites sacrés, sans l'accord des villageois. Et le pire, c'est qu'il a vendu en fait ces mines à des groupes internationaux, en l'occurrence deux sociétés minières canadiennes. Donc la First Majestic Silver Corporation et Revolution Resources, et il a vendu les autres mines au milliardaire mexicain Carlos Slim, que vous devez connaître de nom, voilà, à travers sa société minière Frisco. Alors déjà, le gouvernement l'a fait, déjà il vend son territoire aux compagnies étrangères, ce qui n'est pas terrible. Deuxièmement, il a fait sans l'accord quand même des peuples autochtones. 3, il viole la double protection de l'UNESCO tout de même. Quatrièmement, alors d'après ce que j'ai compris, officieusement, les extractions minières ont déjà commencé. Donc au mépris de toutes les conventions, ont déjà commencé. Et ce qui est terrible, c'est que la First Majestic Silver Corporation emploie des techniques extrêmement agressives. Et je vous donne juste 2 exemples. Ils emploient du cyanure pour séparer l'argent des autres minerais, et ils emploient aussi du plomb et de l'arsenic. Alors vous imaginez la contamination sur le territoire sacré et dans les eaux, et évidemment c'est toutes les populations locales et le peuple Wirikuta qui est déjà contaminé et déjà malade. Par ailleurs, ils pompent toute l'eau aussi de la région pour évidemment les extractions minières, un territoire qui est quand même déjà désertique, c'est un désert. Donc voilà, donc c'est une catastrophe, et c'est absolument ce que dit le pape. Il dit mais le problème c'est qu'on les chasse, et leur mode de vie traditionnel est en train d'être détruit de ces communautés autochtones parce qu'on leur vole leurs terres et on pollue leurs terres. Alors j'avais tout de même quelques chiffres à vous donner, je ne sais pas si je les ai mis, donc je vous le dis là, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, les populations autochtones représentent 370 millions de personnes, regroupées dans plus de 70 pays sur 5 continents. Elles forment 5000 groupes différents et parlent plus de 4000 langues différentes. Mais alors aujourd'hui, le problème, c'est que la moitié de ces populations ont été déplacées de leurs terres traditionnelles. Et malheureusement, grossissent les bidonvilles autour des grandes villes, et sont victimes donc de violations, d'abus des droits de l'homme. Et ils ont perdu le droit à leur terre et à leur survie culturelle. Alors voilà, donc je reviens aux Indiens zapatistes, c'est que justement les Indiens zapatistes qui sont à 90% mayas se sont révoltés justement pour récupérer leurs terres et aussi sauver leur mode de vie. Voilà. Alors, c'est pour ça que je parle de justice sociale. Alors, le pape en parle beaucoup dans l'encyclique Laudato Si, les zapatistes aussi, par la voix de leur porte-parole, le Souverain Marcos, mais pas que. Voilà, je vous ai expliqué donc pourquoi le 1er janvier 1994 ils ont occupé les terres des grands propriétaires privés, des grands propriétaires terriens. Je vous ai mis quand même la déclaration de la forêt lacandone, c'est la forêt où j'étais, la Selva lacandona. Nous aujourd'hui nous disons basta, nous les millions de dépossédés, nous appelons tous nos frères à suivre cet appel, cette possibilité pour ne pas mourir de faim devant l'ambition insatiable d'une dictature vieille de 70 ans. C'est le Parti révolutionnaire institutionnel. En l'occurrence, là, la vieille dictature.
Donc, je vous ai noté ici à l'écran, d'accord, que la terre pour eux, c'est ce que dit le pape, hein, n'est pas un bien économique. Et c'est ce que dit le pape, je vais vous le lire tout de même, c'est page 72 de l'encyclique. Alors, je vous cite l'encyclique. Aujourd'hui, croyants et non-croyants, nous sommes d'accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous. Pour les croyants, cela devient une question de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour tous. Par conséquent, toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et par conséquent le droit universel à leur usage est une règle d'or du comportement social et le premier principe de tout l'ordre éthico-social. La tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. C'est pas le soupe, hein, c'est le pape François. Hein, c'est, vous voyez la correspondance quand même entre les deux discours, et j'ai sélectionné un autre petit paragraphe, c'est le paraphe 94 de l'encyclique. Tout paysan a le droit naturel de posséder un lot de terre raisonnable où il puisse établir sa demeure, travailler pour la subsistance de sa famille et avoir la sécurité de l'existence. Ce droit doit être garanti pour que son exercice ne soit pas illusoire mais réel. Alors ça, je l'ai constaté dans les camps zapatistes. Hein. Ils ont tous leur petite maison en bois, je le disais tout à l'heure, leur petit jardin potager, leurs petits outils de travail, etc. Alors, le souci aujourd'hui, ça j'ai mis aussi dans la guerre de basse intensité, c'est que malheureusement, certains Indiens qui sont très pauvres, alors pas les Indiens zapatistes, mais les autres, qui sont très pauvres, acceptent de vendre en fait, soit leurs terres qui leur appartiennent pas en fait, hein, ils vendent leurs terres à des compagnies agricoles ou à l'État, et malheureusement sur ces terres, c'est la culture intensive aux OGM et industrielle et chimique. Donc si vous voulez, ça fait partie de la guerre de basse intensité, c'est-à-dire que les camps zapatistes sont en train d'être entourés par des terres qui commencent à être contaminées par la chimie et les OGM. Donc vous voyez, il y a un encerclement qui se fait comme ça depuis 20 ans et qui commence à écraser les camps et qui se rapproche en fait. Alors, autre stratégie en fait du gouvernement dans la guerre de basse intensité, c'est créer des zones touristiques autour des camps, vous voyez. Et donc créer des hôtels de luxe autour des camps pour aussi de plus en plus contraindre le mouvement zapatiste à ne pas s'étendre. Alors notamment, j'avais noté que l'État du Chiapas avait classé réserve de biosphère les cascades d'Agua Azul parce que c'est un endroit en fait maya traditionnel où sont les zapatistes. Et en classant cette zone, les zapatistes ont été chassés. Donc il y a aussi cette stratégie-là. Alors, Marcos, dans l'interview, mais ça dure plus d'1 heure, donc je ne pouvais pas la passer, mais dénonce le capitalisme de prédation au Mexique, qui justement, c'est la vente du pays aux compagnies étrangères pour le pétrole, le gaz, l'hydroélectricité, le café, le maïs. Donc le bon maïs, le bon café qui vont être exportés. Et moi je l'ai vu ça dans les camps, le très très mauvais maïs qui vient des États-Unis aux OGM, c'est ce que mangeaient les Indiens. Les cornflakes que je mangeais, c'était ça en fait. À San Cristobal de las Casas, parce qu'avec eux je mangeais leur maïs, mais dans tout le reste du Mexique, c'est pas du bon maïs, qui vient pas du Mexique, hein. C'est le maïs américain dont les Américains ne veulent pas, parce qu'il est vraiment mauvais. Et là je me dis qu'il y avait quand même un problème, quoi. C'était pas possible. Voilà, alors commander un obéissant, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, donc c'est d'Henri Barbus. Ah, le but, d'accord, ce n'est pas de prendre le pouvoir et au contraire, c'est de s'engager. Donc c'est la praxis d'Aristote. Hein, la praxis chez Aristote, c'est l'activité morale de transformation du sujet agissant, et les marxistes donc vont récupérer, là on parlait d'influence marxiste, vont récupérer la praxis d'Aristote pour désigner l'activité de transformation des conditions socio-économiques. Alors,
Ce qui m'intéresse aussi chez ce personnage El Soup, c'est que donc c'était un jeune étudiant en philosophie qui avait lu Althusser, donc très influencé par les philosophes marxistes, qui a rejoint dans les années 80, enfin vous imaginez, on est en 2017 quoi, et il a rejoint dans les années 80 en fait la jungle mexicaine pour rejoindre un petit groupe de marxistes qui voulaient justement prendre la défense des Indiens et faire émerger un mouvement civil avec une armée quand même, vous l'avez là. Et Zedalan, c'est Ejército Zapatista de Liberación Nacional, armée zapatiste de libération nationale, il y a quand même une armée. Et puis, donc il est manifestement, donc il est devenu le chef de ce petit groupe en 1986, mais vous voyez que le mouvement s'est fait connaître publiquement en 1994. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Il y a eu un syncrétisme en fait entre la philosophie du sous-commandant Marcos, la théologie et la libération, les lectures philosophiques marxistes et les traditions indiennes. Voilà. Et en fait, si vous lisez les écrits en fait, du sous-commandant Marcos, c'est un syncrétisme au niveau des symboles et au niveau aussi de la pratique du pouvoir politique de la démocratie. Et Marcos lui-même dit, mais en fait les Indiens m'ont appris énormément sur pas de culte de la personnalité, sur tout le monde partageait le pouvoir politique, et il raconte que le zapatisme, c'est un syncrétisme maya et théologie de la libération. Et donc c'est un laboratoire politique absolument unique au monde, parce que vous avez aussi ce lien à la nature, ce lien aux ancêtres, le fait que la terre n'est pas une propriété privée, et le fait que tout le monde dans cette démocratie, on va le voir, participe, même les enfants en fait, au vote. Mais il a fallu 10 ans à peu près pour que ce syncrétisme... C'est que le marxisme, ça passait pas chez les Indiens. Marcos dit, avec beaucoup d'humour, il raconte qu'il parlait de sa philosophie marxiste, et les Indiens lui disaient, mais de quoi parles-tu quoi? Ils comprenaient pas bien, et donc il a fallu 10 ans pour qu'il y ait une espèce de syncrétisme qui a donné le moment aux zapatistes. Par ailleurs, les Indiens sont très marqués aussi par le christianisme. Ils ont une dévotion à la Vierge Noire des Guadalupe Tepeyac. Et donc la théologie, les jésuites sont très appréciés au sud du Mexique, notamment Monseigneur Ruiz. Et donc les Indiens sont très croyants, ils sont tous croyants. Et c'est une croyance syncrétique entre le christianisme et la Vierge de Guadalupe Tepeyac et leur propre croyance maya. L'organisation, j'ai presque fini, je sais que j'ai beaucoup parlé. Je voulais tout de même dire que qu'est-ce qui m'a fait penser à ces points de convergence, c'est que le pape, en février, a rendu visite à mes Indiens. En février de cette année, quoi. Février 2016, puisque j'ai fait la conférence. En février 2016, a rendu visite, je dis mes Indiens, c'est affectueux, évidemment, il n'y a pas de sentiment de propriété, c'est affectueux. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Et alors, il est parti au Chiapas et il a célébré une messe avec eux, en espagnol, mais aussi dans 3 langues indigènes mayas, le Tzetzal, le Chol et le Tzotzil, qui sont effectivement les ethnies majoritaires. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un traducteur, avec les représentants de ces ethnies. Et c'est grâce au pape François que le Vatican a accepté que les Mayas célèbrent la messe là-bas dans leur langue indienne. Voilà, c'est une première aussi. Bon. Et le pape, bien sûr, a rendu visite à la cathédrale de la ville à San Cristóbal de las Casas pour rendre hommage à Monseigneur Samuel Ruiz. Et je voudrais quand même vous lire ce que le pape a dit lors de cette visite, parce que ça m'a particulièrement touchée. Alors déjà, il a dit explicitement que le Chiapas était une illustration des victimes du développement économique prédateur, qu'il pourfend explicitement dans l'encyclique Laudato Si. Et dans son homélie, en février 2016, il a tenu à rendre la dignité à ces peuples originels. Il a évoqué, je synthétise, il a évoqué l'oppression, les mauvais traitements et la dégradation que subissaient ces nombreux indigènes. Il a affirmé, je cite, que dans le cœur de l'homme et dans la mémoire de beaucoup de nos peuples est inscrit le désir d'une terre, d'un temps où le mépris sera vaincu par la fraternité, l'injustice par la solidarité, et où la violence sera réduite au silence par la paix. Voilà. Il a poursuivi en dénonçant la politique entreprise depuis des siècles envers ces peuples amérindiens, je cite, « Souvent de manière systématique et structurelle, vos peuples ont été incompris et exclus de la société. Certains ont jugé inférieures vos valeurs, votre culture et vos traditions. D'autres, étourdis par le pouvoir, l'argent et les lois du marché, vous ont dépossédé de vos terres ou ont posé des actes qui les polluent. » Et il a ensuite
Le pape a ensuite appelé à faire un examen de conscience et à dire pardon, car, je cite, « Le monde d'aujourd'hui, dépouillé par la culture du déchet, a besoin de vous ». Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, qu'il redonne non seulement, qu'il porte l'attention sur les communautés autochtones, et qu'il le dise explicitement et à voix haute, le monde aujourd'hui a besoin de leur regard et de leur manière de voir le monde. Voilà, il a réaffirmé avec force, le monde aujourd'hui, pris par le pragmatisme, a besoin de réapprendre la valeur de gratuité. Alors moi j'ai trouvé ce mot de gratuité extrêmement intéressant aussi, parce que là-bas il n'y a pas de notion, la finalité c'est pas la marchandisation, quoi. C'est le vivre ensemble, mais c'est pas la marchandisation. Et je finis sur ce qu'il a dit dans son homélie au Chiapas. Le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous touchent tous et nous interpellent. Nous ne pouvons plus faire la sourde oreille face à l'une des plus grandes crises environnementales de l'histoire. Voilà, le pape a rendu hommage enfin aux indigènes qui, je cite, savent entrer en relation d'une manière harmonieuse avec la nature qu'ils respectent comme source de subsistance, maison commune et autel du partage humain. Voilà. Donc je crois que là, il y a tout de même une convergence écologique, vous voyez, de la notion de gratuité, d'écologie, de respect du vivant, de fusion avec la nature, qui est tout de même plus qu'évidente. Voilà, donc c'est la visite du pape, je l'avais mis en février 2016. Voilà, et je finirai juste sur l'organisation dans les camps. Ça, c'est ce qui m'a intéressé, moi, en tant que jeune thésarde sur la démocratie directe. C'est tout de même, j'ai vécu dans ces camps et j'ai vu que c'était pas qu'une théorie, c'est que ça se passe vraiment comme ça. Alors, moi je vous incite à lire Pierre Clastres tout de même, parce que Pierre Clastres s'est demandé pourquoi les descendants des Mayas, donc les Indiens du Chiapas, vivaient comme ça, en démocratie directe. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est, ça vient d'où? Bon, alors lui, son hypothèse, il a retrouvé en fait vers 1500 des témoignages de Portugais qui ont colonisé l'Amérique latine. Et d'après les témoignages de ces Portugais, il y avait des espèces de prophètes qui s'appelaient les Caraïs à l'époque, qui étaient des descendants de Mayas, qui allaient de cité Maya en cité Maya, qui était quand même très hiérarchisée, très violente et très inégalitaire, et qui ont appelé justement les personnes qui voulaient se révolter contre ces cités Mayas violentes et inégalitaires, à quitter ces cités pour aller pour aller créer d'autres cités plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire que voilà ce que dit Pierre Clastres. Donc je vous ai mis ces deux livres, L'archéologie de la violence et la société contre l'État. Et manifestement déjà depuis longtemps en fait il y avait cette tradition démocratique. C'est-à-dire, il n'y avait pas à cette époque-là de propriété des moyens de production, un droit d'usage pour tous, et notamment pour la terre, à l'exception de sa maison, de ses outils de travail, bien sûr. Les femmes avaient le même droit que les hommes, les charges étaient partagées entre tous, les élus avaient des mandats de courte durée afin d'éviter l'ivresse du pouvoir, les riches ne le restaient pas longtemps car la coutume voulait qu'ils organisent les fêtes, et donc ils se ruinent en fait, en organisant les fêtes pour se remettre à peu près au même niveau. Alors ça, mon meilleur ami est comorien, et aux Comores, ils le font toujours, ça. Et les Comoriens les plus riches font la fête, se ruinent, et du coup, il n'y a pas d'indécence, en fait, dans l'écart des richesses. Et ça maintient la cohésion sociale. Effectivement, c'est ce qui se passait aussi. Alors, chez les Mayas, c'est toujours Alors, c'est plus le cas chez les Indiens zapatistes qui parlent beaucoup de démocratie, mais chez les Mayas, le mot démocratie n'existe pas. C'est un concept grec. En revanche, c'est le mot assemblée dans les langues indiennes. Et que désigne l'Assemblée pour eux? C'est un mode d'organisation politique basé sur une vision horizontale de la société. Tout le monde est convié à parler dans cette Assemblée, les hommes, les femmes, les enfants, et les décisions importantes sont effectivement prises en collégialité. Voilà. Et donc finalement, les zapatistes ont retrouvé cette notion de vie bonne, qui est une notion maya en fait, enfin qui est une notion des Mayas qui se sont révoltés contre les cités mayas. Alors très rapidement, je finis. Alors, faut pas croire qu'ils sont quand même plus de 200 000 les zapatistes aujourd'hui, d'accord. Donc alors, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que comme ils grossissent, comme le mouvement s'étend, il faut bien s'organiser démocratiquement. Ah oui, au départ, il y avait des villages, quoi. Alors, moi, j'y étais en 96.
j'ai vu tout le monde discuter, et parfois ça prenait des jours, des semaines, bon je me dis ça doit durer des mois. Alors ils n'ont pas du tout le même rapport au temps que nous. Quand ils nous disent rendez-vous à 15h, en fait c'est le lendemain. Bon. Alors je me suis dit, il y a un rapport au temps qui est complètement différent de la France, où on est vraiment en Europe, on est vraiment pressé, stressé, alors là c'est pas du tout ça. Et puis de toute façon, eux dans les camps, s'il n'y a pas un consensus, ils reprennent la discussion. Ils reprennent la discussion, ils écoutent les minorités, les points de vue minoritaires, et parfois les points de vue minoritaires font évoluer l'opinion majoritaire. Mais ce qu'ils veulent pour garder une cohésion, c'est que tout le monde soit d'accord. Et si certains ne sont pas d'accord, c'est que ceux qui se sont exprimés n'ont pas été assez clairs, ou que la minorité ne s'est pas exprimée, qu'on n'a pas entendu leur point de vue. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais j'ai y assisté. C'est long, hein. Voilà, ils n'ont pas du tout le même rapport au temps que nous. Alors, ça c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, comme il y a plus que des villages, l'organisation, vous avez maintenant bien sûr tous les villages municipaux zapatistes. Vous avez 5 centres régionaux qui s'appelaient Aguascalientes, qui s'appellent les Caracoles, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire en espagnol. L'escargot, voilà. Et en fait, ils m'ont expliqué pourquoi. Parce que l'escargot, c'est la spirale en fait qui les intéresse. Voilà. C'est évolué, mais voilà, c'est la spirale. Et dans ces 5 centres régionaux, vous avez un conseil de bon gouvernement qui a été créé. Donc au final, vous avez 5 conseils de bon gouvernement créés par l'armée zapatiste de libération nationale il y a 14 ans. Et alors, je vous dis juste un mot de ces conseils de bon gouvernement, parce que là, on est dans une démocratie direct, semi-direct qui est en acte quand même depuis 20 ans, c'est que vous avez des délégués en fait qui viennent des villages et qui se relaient tous les 15 jours en fait pour gouverner. Ils ne sont pas payés et pendant ce temps, leurs enfants et leurs terres, ce sont les autres du village qui s'occupent. Ils ne sont pas payés, c'est los cargos, c'est une charge en fait. C'est pour le bien de la communauté, c'est pas pour leur petit ego et leur enrichissement personnel. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, ils se relaient, vous avez la parité homme-femme maintenant, d'accord. Ils se relaient tous les 15 jours. Et ça signifie quoi? Ça signifie que chacun va exercer le pouvoir en fait. Et donc il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de crispation autour du pouvoir. Déjà, vous ne vous enrichissez pas. Et deuxièmement, il n'y a pas de culte de la personnalité. Et en fait, tout le monde va y passer. C'est un roulement en fait. Alors ça prend du temps aussi, mais ça fonctionne plutôt bien. Alors, j'avance rapidement. Sur les ressources, hein, ça effectivement, il y a le refus de toute aide des États et du gouvernement parce que les États sont corrompus, le gouvernement aussi. Et donc, ils acceptent en revanche l'aide internationale et nationale, notamment par la vente du café zapatiste à l'étranger. Notamment, mais pas que. Voilà. Alors la justice, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un tel niveau, on va dire, je ne sais pas si je peux employer cette expression, mais d'éveil en matière de justice, que les non-zapatistes viennent les voir pour leur demander de rendre justice en fait. Et ça, j'ai assisté à ça. Et alors, eux, ils ne sont pas pour mettre les gens en prison, quoi. C'est pour eux, ça ne sert à rien. En revanche, ils sont pour une réconciliation négociée entre les deux parties. Je vous donne un exemple, ça ne s'est pas produit quand j'y étais, je l'ai appris plus tard. Alors, dans la guerre de basse intensité, vous avez aussi les gouvernements qui distribuent de l'alcool dans les camps pour essayer de diviser les camps zapatistes. Dans les camps zapatistes, c'est la loi sèche, hein, c'est la loi sèche jésuite. Hein, c'est pas de drogue, pas d'alcool. Vous pouvez fumer du tabac que vous cultivez, c'est tout, quoi. Et malheureusement, dans certains camps, ou certains villages qui ne sont pas zapatistes mais qui sont des bases d'appui au gouvernement, les paramilitaires ont distribué en fait de la drogue et de l'alcool. Bon, il y a eu des soucis suite à ça, et notamment il y a un Indien, sympathisant zapatiste, qui a tué un autre Indien sous alcool. Bon. Et il se trouve que cet autre Indien avait 5 enfants. Voilà. Alors évidemment, ils sont passés en justice dans les camps zapatistes. Et les zapatistes ont dit mais on va pas t'enfermer, enfin ça sert à rien. Bon voilà, il y a une rixe à coups de couteau, tu as bu déjà. Bon, c'était pas forcément à la base de sa faute, quoi. Ils lui ont dit ça sert à rien de t'enfermer, en revanche tu as laissé une veuve et 5 enfants, non seulement tu vas cultiver ton champ, mais tu vas cultiver le champ de la veuve aussi. Et il a accepté ça, voilà.
Et je finirai donc juste avec le principe d'autonomie qui m'a paru très, très rousseauiste en fait, hein, c'est le contrat social quoi. Dire pour les apatistes, le peuple exerce lui-même les tâches de gouvernement. Et ce n'est pas une autonomie entendue en tant que simple décentralisation des pouvoirs de l'État. C'est une autre réalité sociale et politique. Ils le disent eux-mêmes, c'est la construction d'une nouvelle vie, c'est une nouvelle manière en fait de vivre la politique qui n'est plus une activité de spécialistes, mais qui est, disent-ils, la chose de tous en fait. Voilà, alors je vous donne quand même le commander en obéissant, c'est quand même le principe qui les guide. Et il y a 3 grands principes, c'est servir et non se servir, convaincre et non vaincre, voilà, proposer et non imposer. Voilà, j'ai trouvé les 3 déclinaisons du commander en obéissant assez intéressants. Et pour les apatistes, l'autonomie, c'est, m'ont-ils dit, découvrir que nous sommes capables de nous gouverner nous-mêmes. Et alors là, ça fait écho à ce que j'ai lu dans l'encyclique, donc je finirai avec l'encyclique, qui dit la même chose en fait. Hein. Donc voici ce que donc le pape exhorte lui-même donc la population civile à prendre le pouvoir localement. Voilà. En certains lieux, dit le pape, se développent des coopératives pour l'exploitation d'énergie renouvelable qui permettent l'autosuffisance locale. Ce simple exemple montre que l'instance locale peut faire la différence, alors que l'ordre mondial existant se révèle incapable de prendre ses responsabilités. En effet, on peut à ce niveau susciter une plus grande responsabilité, un fort sentiment communautaire, une capacité spéciale de protection, une créativité plus généreuse, un amour profond pour sa terre. Là aussi, on pense à ce qu'on laisse aux enfants et aux petits-enfants. Ces valeurs ont un enracinement notable dans les populations aborigènes, étant donné que le droit se montre parfois insuffisant en raison de la corruption, il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la population. La société, à travers des organismes non gouvernementaux et des associations intermédiaires, doit obliger les gouvernements à développer des normes, des procédures et des contrôles plus rigoureux. Si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique, national, régional et municipal, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas possible non plus. D'autre part, les législations des municipalités peuvent être plus efficaces s'il y a des accords entre populations voisines pour soutenir les mêmes politiques environnementales. Alors tout de même, voilà, c'est absolument ce que font les apatistes, quoi. Voilà, et par ailleurs dans les camps vous avez depuis août 2013 ce qu'ils appellent l'Escuelita Zapatista, c'est-à-dire que chaque année ils acceptent 1500 personnes du monde entier et ils leur montrent en fait tout ce qu'ils font, comment la démocratie directe et donc semi-directe maintenant s'organise. Et donc vous avez depuis 4 ans seulement des cours en fait, des cours sur place de démocratie. Ça, je suis très contente de découvrir ça. Ils vous expliquent comment ils fonctionnent, comment ils vivent, etc., etc. Voilà. Et donc on pourrait dire que l'éthos des apatistes revivifie la notion même de démocratie et nous permet de repenser nos vieilles démocraties occidentales. Et je vais finir quand même avec le pape. Et je vais finir avec une phrase du pape qui dit que les questions écologiques sont liées aux questions sociales et bien sûr, dit-il, au mode d'organisation politique. Voilà, je vais finir avec ce que dit le pape. Si tout est lié, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie humaine. Toute atteinte à la solidarité, à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement. Dans ce sens, l'écologie sociale est nécessairement institutionnelle et atteint progressivement les différentes dimensions qui vont du groupe social primaire, la famille, en passant par la communauté locale et la nation jusqu'à la vie internationale. J'ai l'impression qu'ils parlent du mouvement zapatiste, quoi. Parce qu'ils se disent indiens, ils se disent mexicains et ils se disent citoyens du monde. Et pour eux, il n'y a pas de coupure entre ces échelons, il y a un lien et c'est ce que je retrouve là. À l'intérieur de chacun des niveaux sociaux et entre eux se développent les institutions qui régulent les relations humaines. Tout ce qui leur porte préjudice a des effets nocifs comme la perte de la liberté, l'injustice et la violence. Voilà, je voulais finir donc avec cette phrase du pape. Il y a un petit temps de questions traditionnelles. N'hésitez pas à poser les questions que vous voulez. Et sachez qu'il se trouve qu'il y a du pain, du houmous et du fromage. Si
si vous voulez rester, boire une bière après, et puis les spectacles, finalement, comment elle est où, c'est qu'on peut faire par exemple. Alors, j'ai pas contrôlé l'heure, je pense que j'ai beaucoup plus parlé que prévu en fait, hein. Je suis désolée. Voilà. Oui. Il y a un moment où c'était difficile de faire le tourisme à cause de la guerre. Est-ce que maintenant, le tourisme est des choses qui est possible? Est-ce qu'ils ont envie de voir le tourisme? Oui, alors c'est compliqué parce que dans les camps clandestins, tout le monde ne peut pas rentrer comme ça. Moi, j'ai été accréditée par le sous-commandant Marcos lui-même. Après, vous avez des zones touristiques qui ont été créées par le gouvernement pour chasser les apatistes. Donc c'est un peu tendu en fait. Voilà. Après, si vous êtes touriste à San Cristobal, vous pouvez aller à San Cristobal de las Casas sans souci, quoi. Ils sont pas à San Cristobal de las Casas, hein, ils sont dans la jungle. Donc San Cristobal de las Casas, vous pouvez y aller sans problème. Mais c'est un moment non violent, ils vont pas vous faire de mal. Et voilà, donc de toute façon, ça se passera bien. C'est juste, de toute façon, vous pouvez pas rentrer comme ça dans les camps, c'est pas possible. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas à l'origine du mouvement zapatiste un genre de sensibilité romantico-anarchiste qui refuserait de s'adapter aux progrès technologiques au capitalisme? Parce que si on veut conserver les traditions, les cultures, la terre, tout ça, on n'avance plus, quoi. Alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'archaïque? Par exemple, la truc sacré, la démocratie directe, qui est un peu archaïque, en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'en grossissant deviennent semi-directs, en Guillaume, je pense. Bah, moi, ce que vous jugez archaïque, moi je pense que c'est le futur, personnellement, et je pense que c'est ce que dit le pape dans l'encyclique, il dit on est en situation de crise politique, économique, sociale et environnementale, et qu'il faut redonner justement, il faut écouter ce message des plus pauvres d'entre les pauvres, parce que de fait ce sont les plus pauvres d'entre les pauvres, et du coup pour moi, nommer archaïque, pour moi c'est le futur, et donc je peux pas adhérer à ce terme d'archaïque, parce que quand vous parlez de modernité, enfin moi je l'ai vu en Afrique, je l'ai vu là-bas, quand je vois des OGM et des pesticides, si c'est ça que vous appelez la modernité, pour moi c'est ce qui va causer la destruction de l'humanité, quoi. Donc pour moi c'est justement la mort programmée, donc oui. La destruction de la Terre. Bah, de la Terre c'est pas la même chose. Ah oui, mais de la Terre, donc de l'humanité. Enfin, si on est tous malades parce que la Terre est malade, enfin de fait. Si on se barre ailleurs, on va avoir un problème. Enfin, vous voulez partir où de fait? Parce qu'il n'y a pas de planète B, quoi. Donc en l'occurrence, vous voulez aller sur Mars? Ouais. Je veux dire, par exemple, notre mode de vie à nous. Est-ce que vous êtes prêt à changer de mode de vie? Moi, je fais déjà ce que je peux à mon niveau, mais effectivement, alors c'est la question que j'ai posée au commandant Marcos, qu'on entend dans la bande, mais voilà. Je lui dis, mais qu'est-ce que... Je dis, voilà, je suis française, je vais en ville, je suis pas paysanne. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour vous aider? Il m'a dit, mais Florence, rentrez chez vous et faites du zapatisme à votre manière en France, quoi. Enfin, c'est penser le zapatisme en ville, en l'occurrence, et puis à la campagne. Alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont soutenus par beaucoup d'intellectuels au Mexique, beaucoup d'enseignants, instituteurs, enseignants universitaires. Enfin tout de même. Enfin, je veux dire, ce qu'ils sont soutenus par des groupes en fait d'ouvriers et d'intellectuels en ville. Et que le mouvement zapatiste s'est aussi développé. C'est aussi développé dans l'état de Oaxaca, par exemple, sur les instituteurs qui ont essayé de mettre en place le mouvement zapatiste à la ville. Et donc, bien sûr, eux, ils sont tous paysans, ils vivent tous à la campagne. Moi, je suis pas paysanne. Donc, mais en fait, sa réponse, c'était la seule possible et la plus intelligente. C'est essayer, en fait, de digérer déjà les valeurs zapatistes, qui sont finalement des valeurs de justice sociale, en fait, et de démocratie, et comment est-ce qu'on peut les appliquer chez nous. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 1994, à mon petit niveau, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, parce que tout dépend de ce que vous entendez par progrès technique. Enfin, vous voyez, moi c'est un sujet qui m'intéresse, mais... Sinon, il n'est pas possible dans les campagnes. Ah bah, la lumière, tout ça. Alors détrompez-vous, parce qu'ils ont l'électricité dans les camps déjà, mais ils ont des groupes électrogènes, donc ils ont de la musique et l'électricité. Hein.
Comment? Une plaque de solaire et puis on a l'électricité. Oui, alors en plus, oui. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de solaire. Mais alors, détrompez-vous parce qu'à Saint-Joseph de las Casas, des cafés comme le Simone, il y en a plein, quoi. Enfin, c'est même dans la déco, je me retrouve un peu à Saint-Joseph de las Casas. En fait, et même à Berlin, il y a des cafés comme ça. En 96, c'était des cafés comme ça. C'était des lieux justement alternatifs qui pensaient autrement le monde. Ça, je me sens particulièrement bien ici. Voilà. Oui. C'était pour comprendre le lien, en fait, les liens intellectuels et aussi humains qu'il y avait entre le mouvement zapatiste, le soutien dans Marcos, les forums sociaux mondiaux et la question du traité des traités de libre-échange. Quand je suis allée, c'est pas pour jouer, mais parler de l'ALENA, quel lien sont faits? Parce que quand vous dites c'est ce que dit le sous-commandant Marcos, c'est ce que j'ai entendu, c'est quand même la pensée aussi des forums sociaux mondiaux. Bien sûr. Donc quels étaient les liens? Moi je dis qu'on dit souvent l'altermondialisme est né à la manifestation de Seattle en 2001. Moi je dis mais c'est pas vrai du tout, enfin, c'est né en 94 au Chiapas, quoi. Parce que moi quand j'ai commencé à écouter ce que disait Marcos, à le lire surtout en français, je me suis dit ça y est, on est dans une pensée alternative, quoi. C'est pour ça que ça fait 20 ans que je fais des conférences, c'est que ça m'a inspiré quand même. Et en fait, Seattle 2001, moi j'ai retrouvé ce que disait déjà Marcos en 96. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que c'est pas un discours justement localo-local, vous voyez. C'est qu'à travers la défense des Indiens, en fait, c'est la défense, mais il le dit, de toutes les minorités dans le monde. Et c'est aussi repenser la démocratie dans le monde entier. Et donc il y avait déjà une dimension globale, en fait. Et qu'on retrouve absolument. D'ailleurs, il y a un lien entre le mouvement zapatiste et les grands forums sociaux mondiaux. Il y a un lien évident. Il y a des échanges d'ailleurs de représentants. C'est juste évident en fait, bien sûr. Je pense que vous avez peut-être aussi au niveau de l'Amérique du Sud, il faudrait voir les écoles de pensée, parce que même changer le monde sans prendre le pouvoir, ou ce type de thème, le rejet des partis politiques, etc., c'est quand même. Oui, vous l'avez entendu dans son interview, il dit il faut repenser la politique sans les partis politiques, sans la politique des experts, quoi. Et je trouve qu'en 96, je trouve ça extrêmement moderne, parce que c'est justement le mouvement alternatif international, complètement. Là, je pense que... je dis Marcos parce que c'est le représentant, mais les zapatistes seraient entièrement d'accord avec vous, en l'occurrence. Et il y a énormément de liens et d'échanges, bien sûr. Ouais. Du coup, le lien avec l'événement qui a été traité de l'ALENA, c'est que Marcos était le premier, en fait, à le critiquer et à dire que c'était la porte ouverte au néolibéralisme prédateur. C'est ce dont parle le pape François, et ce capitalisme de prédation. Moi, c'est quasiment les mêmes mots que j'ai entendus en 96, quoi. Et l'accord de l'ALENA, vous le savez, c'est l'accord de libre-échange, donc de dérégulation, et le Mexique continue à vendre sa terre aux grandes compagnies minières et pétrolières. C'est un démantèlement. Donc c'est hélas encore, et plus que jamais, d'actualité. Le lien est juste évident, en fait. Est-ce qu'il y a pas une tension en termes de philosophie politique entre à la fois une référence à la Constitution, une référence au drapeau national, et en même temps un mouvement inverse quasiment anarchiste, en fait, on pourrait dire, de destitution c'est pas anarchiste. De la loi, des grands ordres politiques qui impliqueraient un regard détaché comme État. Alors moi, j'ai jamais entendu le mot anarchie là-bas. En l'occurrence, c'est pas anarchiste. Et non, justement, parce que ça, c'est ce que le gouvernement veut essayer de faire croire, que ce sont des terroristes anarchistes séparatistes. Et pas du tout. C'est que, justement, déjà, ils sont pas anarchistes, puisqu'il y a des représentants. Ils ne se disent pas anarchistes. Oui, là en l'occurrence, moi pour avoir vécu avec eux, non, il y a des assemblées, il y a des représentants. Alors c'est vrai que le mandat est rotatif, quoi. Tout le monde gouverne. Il y a des représentants, quoi. Donc c'est une démocratie semi-directe. Donc déjà, c'est pas anarchiste. Et par ailleurs, ils sont très fiers d'être mexicains, parce que justement, ils sont pas séparatistes. C'est qu'ils se disent aussi mexicains et par exemple, ils respectent la Constitution. Donc ils n'ont pas de problème, si vous voulez, avec la représentation politique et l'État, la notion d'État. En revanche, ce qui leur pose problème, et là je suis bien d'accord avec eux, c'est la corruption généralisée au Mexique. Et d'ailleurs, ça je ne vous l'ai pas dit, du coup ça me permet de répondre à ta question, c'est que vous avez parallèlement en fait au mouvement zapatiste, vous avez le Congrès national indigène, le CNI, qui est complètement civil en l'occurrence, complètement associatif civil, et qui travaille beaucoup avec le mouvement zapatiste, mais ils ne sont pas zapatistes. Et eux,
Alors, ça vient de tomber puisque je l'ai appris le jour de mon anniversaire, là, le 11 juin. Et c'est une femme qui vient d'être élue à la tête du... Alors, c'est une femme connue, hein, qui est dans les forums sociaux internationaux altermondialistes. C'est une guérisseuse traditionnelle. Et alors, ce qui m'a beaucoup intéressée, elle s'appelle Maria... Je vais vous retrouver son nom. Et alors, elle va être présentée en 2018 aux élections présidentielles mexicaines. Mais c'est pas le mouvement Zapatiste qui refuse. Je retrouve juste son nom parce que ça m'agace de ne pas retrouver son nom. C'est voilà, Maria, je l'ai noté quelque part. Voilà. Maria de Jesus, Marie de Jésus, hein, ça s'invente pas. Maria de Jesus Patricio Martinez, voilà. Et elle est indienne, elle est du peuple Nahuatl, je le prononce peut-être mal, mais et elle est experte en médecine traditionnelle. Alors elle va être présentée aux présidentielles mexicaines en 2018. Mais c'est le Congrès national indigène. Si vous voulez, le mouvement zapatiste, le but c'était faire bouger les choses et après se dissoudre. C'est pas prendre le pouvoir politique, justement. Et le problème, c'est qu'ils ont été tellement déçus par le pouvoir politique institutionnel, les accords de San Andrés où j'ai assisté, 1917, 96, 2003. À chaque fois, les accords sont signés et derrière, c'est de la répression, il ne s'est pas appliqué. Ils sont tellement déçus qu'ils n'y croient plus, si vous voulez. C'est que eux, ils veulent bien faire confiance à la politique si les représentants politiques traditionnels tiennent leurs promesses. Mais comme ce n'est pas le cas, pour le moment, le mouvement zapatiste continue. Mais leur but final, vous voyez, c'est pas prendre le pouvoir, c'est pas avoir des représentants politiques. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant de vous parler du CNI, parce que eux, ils ont une candidate indigène pour défendre les droits indigènes dans un système traditionnel de parti. Et c'est deux manières d'appréhender les choses différentes. Une dernière question. Vous dites que le mouvement zapatiste est destiné à se dissoudre après avoir fait les choses. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout voué à se répandre, alors que le système de justice en compromis n'est pas du tout voué à se répandre dans le monde, par exemple. Non, parce que le système de justice, en l'occurrence, ça vient des Mayas. Ça. Ça, c'est ce que... Ouais, ils n'ont pas envie de développer ça, Ah bah, si peuvent servir de modèle, très bien, mais c'est pas leur... ce qu'ils veulent, c'est récupérer leurs terres et vivre avec leurs valeurs qui sont pluricentenaires. Et effectivement, si nous, on trouve... Moi, je trouve que la manière dont ils rendent la justice est extrêmement intéressante et est inspirante pour nous, mais ça, c'est libre à nous de nous en inspirer ou pas. Ce que veut faire le mouvement zapatiste, c'est simplement qu'on arrête d'exterminer les Indiens, qu'on arrête de les chasser pour exploiter le pétrole sur leurs terres, et qu'on leur donne la possibilité simplement de vivre comme ils l'entendent, c'est-à-dire selon leurs valeurs traditionnelles. Après, s'ils nous inspirent, tant mieux. Enfin, moi, ils m'inspirent, mais vous voyez, ils ne sont pas dans la revendication de l'exportation du prosélytisme zapatiste. Enfin, moi, ils ne m'ont pas forcé à y aller, hein. C'est parce que je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Et il se trouve qu'il se passe toujours quelque chose. Enfin, c'est la seule démocratie radicale de ce nom, à mon sens, sur Terre aujourd'hui.